Bonsoir à toutes et à tous, ici Gauthier à l'antenne de Fréquence Histoire, je suis accompagné de Franck. Bonsoir à tous. Aujourd'hui nous parlerons de l'instauration du Principat augustéen, c'est le régime qui consacra la prise de pouvoir de César Octavien, fils adoptif de Jules César et qui devint Franck Auguste, le premier empereur de Rome. Il devint empereur après différentes péripéties que nous allons vous raconter. Cette marche du pouvoir vers le pouvoir qui ne fut pas simple et évidente. On peut dire que déjà Auguste appartient, Gauthier, à la famille de César, par sa mère. Ouais. Et même la fille d'une des sœurs de César. Donc pour récapituler, César Octavien est le petit-neveu de César. C'est ça, c'est le petit-neveu sur le plan filial, mais c'est également un fils adoptif de César, un successeur politique de César. On le verra dans les quelques dizaines de minutes que nous passerons à étudier l'instauration de ce principat, de ce nouveau régime. César Octavien, César le Jeune, a-t-on pu dire, c'est un continuateur indirect de César. C'est pas tout à fait un continuateur direct, puisqu'il a repris une partie de l'héritage de la République romaine, à une époque où la thématique de la restauration de la République était très prégnante dans la vie publique, en ce qu'on appelle la restitutio res publica. Et puis en même temps, il a changé ses institutions, ce jeune César, pour changer Rome et fonder ce que l'on appelle un petit peu improprement un empire, l'empire romain qui, chacun sait, s'est étendu à peu près jusqu'au 5e siècle, même si en réalité, à partir du 3e siècle, à partir de la phase d'anarchie militaire, durant laquelle Rome a du mal à contrôler ses frontières, est envahi par diverses tribus barbares, cet empire est sur le déclin et le Principat, ce nouveau régime donc, devient le dominant. Juste avant de commencer notre introduction sur donc le sujet de cette émission, date clé 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, l'instauration du Principat augustéen. Quelques remerciements tout d'abord à nos auditeurs pour leur écoute nombreuse, fidèle de notre dernière émission sur Clémenceau, Georges Clémenceau, d'après une biographie de Michel Vinocq. C'était le 4 janvier dernier. Et vous avez été depuis près de 600 à écouter cette émission. C'est notre deuxième plus gros succès depuis le lancement de l'antenne après notre émission initiale sur Antonio Gramsci. Et pour cela, Franck, nous remercions nos auditeurs. Merci également de tous les commentaires, critiques, positifs, constructifs que nous avons reçus. Elles nous motivent, elles nous encouragent. Et naturellement, elles seront constructives, elles nous aideront à améliorer notre émission. Alors de Clémenceau, passons à celui qui deviendra Auguste, donc. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ, un épisode très connu, y compris du grand public, tout le monde ou presque sait, y compris dans la culture populaire, de la manière dont a pu le laisser entendre une bande dessinée comme Astérix, par exemple. Tout le monde sait comment est mort Jules César. Je crois que c'est dans les 12 travaux d'Astérix, on voit que Brutus joue avec un couteau et qu'il se blesse. Et bien dans la réalité, le jour des Ides de Mars, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Decimus Brutus, un autre des fils adoptifs de César, l'assassine. Et c'est le célèbre « Toi aussi, mon fils ». César ne croit pas qu'il peut être trahi et tué par son propre fils, en tout cas son fils adoptif. C'est un peu un archétype de la trahison en politique. Mais c'est pas tellement cet épisode important en demeurant qui attire notre attention, même si les fondateurs de cette république tardive qui deviendra le Principat 17 ans plus tard, à partir de 27 avant Jésus-Christ, on y revient quand même pour donner un petit peu les jalons de cette instauration du Principat. Ce qu'on peut aussi quand même rajouter, ce qui est important avec l'arrivée d'Auguste sur la scène de l'histoire, c'est que si César a été assassiné, c'est parce qu'à l'époque, on l'a accusé de vouloir restaurer la monarchie. Or, Auguste, lui, on ne va pas vous dire maintenant ce qui va se passer, mais on peut quand même noter qu'Auguste aurait été plus malin que son grand-oncle, parce qu'il aura réussi en fait à mettre en place un projet assez similaire à ce que voulait
mettre en place César sans pour autant subir les foudres d'un assassinat politique. Effectivement, César, bien avant les Ides de Mars, commence à accumuler sur sa tête un certain nombre de pouvoirs. Et là, il y a cette espèce de vieux parti, appelons-le républicain, sans tomber dans un espèce d'anachronisme, mais il y a ce parti républicain vraiment à Rome, il y a un mauvais souvenir de la monarchie et du tyrannisme. Et lorsque César, après ses différentes conquêtes, la Gaule, l'Égypte, lorsqu'il va revenir à Rome, beaucoup vont lui prêter des intentions réelles ou supposées qui vont conduire à son assassinat. Et donc, curieusement, César Octavien ne rentre pas dans l'histoire suite à un élément ou un avis historique ou un événement historique plutôt positif, mais réellement avec un événement douloureux, l'assassinat de son grand-oncle, alors que lui-même poursuit sa formation intellectuelle lorsqu'il est loin de Rome. Il est à Apollonie lorsqu'il apprend l'assassinat de son très cher oncle. Oui, il est très juste, Franck, que tu rappelles ce mauvais souvenir de la monarchie à Rome, parce qu'avant la République romaine, il y a eu en fait ce que l'on sait assez peu, une monarchie à Rome, avec des souverains plus ou moins légendaires, mais dont on a quand même l'attestation historique qu'ils ont existé. Ce sont la lignée des Tarquinides qui ont été éliminés du pouvoir vers 510 avant Jésus-Christ. Après quoi, c'est l'instauration lente et progressive de la République romaine, qui d'abord, comme son nom l'indique, s'installe à Rome et dans ses environs, et qui petit à petit conquiert l'Italie en soumettant d'abord l'Étrurie, la Sicile, le nord de l'Italie aussi. C'est l'épisode des guerres sociales vers 90 avant Jésus-Christ. Rome est une puissance montante, elle est bien sûr la rivale aussi de Carthage, c'est l'épisode des guerres puniques avec de part et d'autre le célèbre Hannibal et les célèbres Scipion, Hasdrubal avant Hannibal également. Bref, Rome s'affirme progressivement entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ pour ce qu'elle est. Improprement dans la culture populaire, on dirait que l'Empire romain date de cette époque. Pas du tout, c'est une république avec ses consuls, avec ses différentes lignées, avec occasionnellement ce qu'improprement on qualifie rétrospectivement de révolution, la révolution entre guillemets des Gracques, la révolution entre guillemets silanienne, également des réformes militaires, la réforme marianiste à la charnière des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, qui était l'œuvre de l'impérateur Marius. Ce ne sont pas tout à fait des révolutions au sens de mouvements populaires, mais c'est simplement quelques lignées patriciennes opportunément appuyées sur les optimates, c'est-à-dire plutôt la bourgeoisie, ou les populares, c'est-à-dire plutôt la plèbe, quelques lignées qui veulent acquérir le pouvoir. César était l'une de ces lignées. Il a échoué mortellement en 44 avant Jésus-Christ. Il a été assassiné donc, et pour revenir au thème de notre émission, l'instauration du Principat, cet assassinat de Jules César a profité incidemment à 2 hommes qui seront rivaux naturellement, mais qui pour l'instant sont peut-être pas camarades, mais alliés politiques. Franck, ces 2 hommes, ce sont Marc-Antoine, Marcus Antoninus, et puis donc César Octavien, Caesar Octavianus, qui seront tout d'abord, Franck, ennemis, puis se rapprocheront après la bataille de Modène. Tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que leur amitié a débuté plutôt par une opposition. Mais rappelons très rapidement que très souvent les gens ont tendance à opposer la République et l'Empire par rapport à l'impérialisme et l'expansionnisme, mais toute l'histoire de Rome a été marquée par des guerres pour s'agrandir. Ah oui, l'impérialisme romain ne naît pas avec l'Empire. C'est tout à fait vrai, puisque l'agrandissement de Rome, ça commence au 3e siècle avant Jésus-Christ. Prenez note que l'Empire romain commence, lui, 2 siècles après, vers 27 avant Jésus-Christ. Alors ceci étant dit, donc lorsque César est assassiné lors des Ides de Mars, comme tu l'as rappelé, Octavien est à Apollonie, on l'a dit, il poursuit sa formation, et son premier geste d'Octavien, c'est de tout de suite rentrer à Rome pour recueillir l'héritage de son oncle.
mais fait intéressant qui est très peu passé, qui est très peu étudié par les historiens, qui est plutôt passé sous silence, c'est que la maman d'Octave lui conseille de ne pas accepter son testament. Parce qu'elle y voit un danger, elle y voit une menace pour la vie de son fils, étant donné que, appelons-le ainsi, le parti républicain est assez puissant à Rome et dans toute l'Italie. Donc, dans un premier temps, Octavien réunit les siens, et dans un deuxième temps, il décide de recueillir l'héritage de César. Alors, il faut bien nous entendre ce que ça veut dire l'héritage de César, Gauthier. C'est pas seulement un héritage, un bout de papier. L'héritage de César, c'est au moins 4 choses. La première, c'est que Octavien reçoit beaucoup d'argent de la part de son oncle. L'héritage est assez important. Deuxièmement, il reçoit également la clientèle, les réseaux. Et on le verra par la suite, ça peut être très utile pour une carrière politique. La troisième chose également qu'il reçoit en héritage, ce sont les légions romaines de son illustre oncle. Et la quatrième chose, qui n'est pas négligeable dans une époque politique où on fait souvent référence au passé, même parfois à Dieu. Jules César disait descendre de Vénus, Marc-Antoine d'Hercule, c'est que Octavien bénéficie de l'aura du nom de son oncle. Et très vite, il va vouloir se faire appeler César, ce qui ne manquera pas de provoquer parfois rire et moquerie de la part de Marc-Antoine, son ami ennemi, et de tous ses ennemis. Alors dans un premier temps, effectivement, Marc-Antoine et Octave sont plutôt ennemis. Pour la simple bonne raison que l'un est le fils adoptif, petit-neveu de César, mais Marc-Antoine a été un des grands généraux de César, commandant la cavalerie. Et les deux un peu se jaugent. Il y en a un qui est un adulte dans la force de l'âge, qui a déjà été militaire, qui a combattu. L'autre n'a jamais combattu. Il sort encore un peu, il sort des études. Hein. On raconte cette anecdote que Marc-Antoine, lorsqu'il parlait d'Octave, il disait qu'il y avait encore du nez, il y avait encore du lait qui coulait lors de son nez. C'est assez révélateur pour montrer à quel point Marc-Antoine méprisait Octavien, César Octavien. Et ensuite, dans un deuxième temps, étant donné le nombre d'ennemis qu'ils ont, ils vont décider donc de s'unir pour justement combattre ce fameux parti républicain. Alors juste un peu, juste avant de revenir à cette alliance stratégique, tu as dit effectivement que Marc-Antoine percevait avec ironie les ambitions du jeune César, ce qu'on peut voir d'ailleurs de manière intéressante dans une série qui est assez pertinente, qui est la série américaine Rome, où l'on voit que l'acteur qui joue Marc-Antoine perçoit avec un petit peu de condescendance celui qui joue César Octavien. C'est pas du tout un effet scénaristique, c'est pas du tout une reconstitution, ça c'est vraiment avéré. Il faut dire aussi que César Octavien n'avait que 19 ans, né en 63 avant Jésus-Christ, n'avait que 19 ans lors des Ides de Mars et de l'assassinat de Jules César. Et donc après, c'est un individu très jeune, très ambitieux au demeurant, et très sûr de lui-même visiblement, puisque, on le verra, il revendiquera notamment le consulat. Et donc, lors de l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, deux factions vont s'opposer à Rome, les républicains, tu l'as dit Franck, on pourrait résumer à gros traits en disant que ce sont des républicains, bon, pas au sens de nos républicains actuels, et donc ceux qui sont partisans d'une continuation de l'œuvre politique de Jules César, les Césariens. Et au sein de ces derniers, les Césariens, le consul Marc-Antoine devient donc rival de César Octavien, fils adoptif de l'impérator déchu. Alors opportunément, en décembre de cette année, les républicains, donc ceux qui sont les tyrannicides finalement, et leurs alliés, ceux qui n'ont pas accepté que César, éventuellement, selon eux, veulent mettre le diadème sur sa tête, qu'ils veulent être plus qu'un restituteur de la République, qu'ils veulent être éventuellement un domus, ceux-là, les républicains, opportunément, stratégiquement, vont choisir entre Marc-Antoine et César Octavien. Ils vont choisir Marc-Antoine en estimant de cette manière pouvoir diviser le front césarien pour naturellement concentrer le pouvoir entre leurs mains, eux qui viennent de tuer César. Alors la manœuvre, elle est difficile et elle n'empêche pas
le 1er janvier 43 avant Jésus-Christ, l'attribution à Octavien, et c'est son premier succès politique, d'un imperium de propriétaire. César Octavien devient un propriétaire, il jouit aussi des ornements consulaires, ce qui peut paraître un petit peu de l'apparat, mais plus sérieusement, il bénéficie également d'un siège au Sénat romain parmi les questoriens, et du droit naturellement de prendre la parole au Sénat, mais aussi du droit de pouvoir briguer le consulat. Or, Franck, il obtient ce droit 10 ans avant l'âge légal, il a à peine 20 ans. Oui, il arrive à très bien manœuvrer politiquement, mais il faut aussi se rappeler quelque chose d'important, c'est que tous ces sénateurs, ils étaient un peu quand même embêtés par rapport à l'héritage césarien. C'est que Octavien est quand même très populaire à la fois il est très populaire à la fois parmi les plébéiens, la plèbe, c'est-à-dire cette caste, on va dire, populaire, sans mauvais jeu de mots, et également dans l'armée. Et donc, à un moment donné, devant cet état de fait, les sénateurs lui consentent, mais disons que on peut dire qu'il faut une certaine, sans donner notre avis personnel, il faut une erreur tactique, c'est que face à un homme populaire, dans l'espoir de le calmer et de l'abreuver un petit peu, hein, disons-le clairement, on va lui donner en fait un espèce de début de pouvoir. Or, ces adversaires d'Octavien, de l'héritier de César, ne se rendent pas compte, de fait, qu'Octave en voudra beaucoup plus. Oui, ils estiment lui donner un colifichet, en fait, progressivement, ils vont faire de lui le maître de Rome, puisque Octavien a donc 20 ans à peine, et le 7 janvier 44 avant Jésus-Christ, il prend les faisceaux et les hospices. Ça n'est pas terminé, puisque une première opposition officielle se fait jour entre Marc-Antoine et César Octavien, qui précède de peu une première... Le conflit. Un premier conflit, mais qui précède de peu, peut-être pas une première réconciliation, mais une première entente en tout cas. Les deux hommes qui ont des âges indifférents, hein, Marc-Antoine a à peu près 20 ans de plus que César Octavien, les deux hommes se jaugent militairement dans une configuration assez paradoxale d'ailleurs. Lors de ce qui est appelé improprement la bataille de Modène. C'est plutôt la guerre civile de Modène qui s'étend sur plusieurs mois, hein, entre 44 et 43 après Jésus-Christ. Un conflit paradoxal dans ses alliances et dans son issue. Très intéressant de s'y intéresser. C'est pas un épisode très connu, mais c'est pourtant un épisode une charnière entre cette république tardive et les débuts du Principat. En gros, Marc-Antoine est opposé à Decimus Brutus, donc l'assassin de Jules César, parce que ce dernier refuse de céder le contrôle de la Gaule cisalpine. Decimus Brutus, par qui est-il soutenu? Par le Sénat romain. On peut se dire que le Sénat romain essaye de conserver le pouvoir, après tout, pourquoi pas. Plus paradoxalement, Decimus Brutus, assassin de César, est tout de même soutenu par César Octavien, fils adoptif de César, qui fait donc une alliance à front renversé en quelque sorte pour battre Marc-Antoine. Il faut juste aussi préciser un point quand même qui est très important, c'est que Marc-Antoine avait capté une partie de l'héritage d'Octavien. C'est-à-dire que oui. Marc-Antoine, lorsque le testament est lu, tout l'argent va à Octave, et Marc-Antoine, avant qu'Octave ne puisse arriver à Rome et réclamer son dû devant les personnes compétentes, Marc-Antoine met main basse sur une partie de l'argent. Or, cet argent est fondamentalement important pour le reste de la suite des événements politiques, pour au moins deux raisons. L'argent permet de payer la clientèle et les réseaux, et deuxièmement, permet également de rémunérer les vétérans. Et cette manne financière est vraiment un outil politique de première importance. Et donc, on peut y voir aussi que Octavien s'allie de manière intéressée, hein, comme toujours, en se disant « je vais abattre Marc-Antoine ou du moins l'affaiblir pour récupérer ce qui m'est dû ». C'est ça. L'argent, nerf de la guerre, est très important dans cette courte guerre de Modène. Mais avant la première entente entre César Octavien et Marc-Antoine, l'issue de cette guerre, tout de même, c'est que, en fait, le conflit initial entre César Octavien et Marc-Antoine passe un peu au second plan parce que
opportunément, les deux consuls de Rome, vous savez que il y avait deux consuls qui étaient désignés annuellement, c'était pas un seul homme, les deux consuls, Hirtius et Pansa, meurent au combat durant la bataille de Modène. Alors, naturellement, ça change précocement la donne, et ce qui fait que le 19 août 43 avant Jésus-Christ, César Octavien en profite pour revendiquer le consulat. Il le revendique naturellement par la force, par les armes. Alors il s'associe avec Quinte Pedius pour former le consulat de l'année 42, enfin 43-42 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, se tisse une première alliance donc entre César Octavien, Marc-Antoine, qui était donc les ennemis, qui est donc ennemi quelques semaines auparavant, et puis aussi un troisième acteur. Ennemi public par le Sénat. Ennemi public par le Sénat, oui. Une fois que Octave sera consul, une des premières choses qu'il va demander, c'est que soit abrogée cette appellation d'ennemi public qui est attribuée à Marc-Antoine, pour justement amadouer un peu Marc-Antoine et un peu sceller leur paix de manière officielle, publique et convenue. Mais au-delà d'être ennemis publics par le Sénat, ils étaient naturellement aussi ennemis physiques sur le champ de bataille. Ils se réconcilient, ils s'associent aussi à un troisième personnage dont l'importance sera relative et déclinera jusqu'en 12 avant Jésus-Christ, c'est Lépide. Lépide qui est grand pontifex Maximus. Il le restera jusqu'en 12 avant Jésus-Christ, et à partir de cette date, c'est César Octavien, entre-temps devenu l'empereur Auguste, qui récupérera cette charge. On y reviendra un peu plus tard. En tout cas, Franck, oui. Entre César Octavien, Marc-Antoine et Lépide, ce sont les débuts d'une alliance qu'on appelle le premier triumvirat. Premier triumvirat, alors cette appellation est intéressante parce que certains historiens l'ont appelé le second triumvirat. Pourquoi le second triumvirat? Parce qu'il faut remonter à César. Il y a eu un premier triumvirat qui comprenait Jules César, Crassus et Pompée. Mais dans les faits, d'un point de vue romain, d'un point de vue juridique, ce triumvirat n'en était pas un, c'était plutôt une alliance, on va dire, sous seing privé entre trois personnes. Oui, c'était vers 50 avant Jésus-Christ, dans le contexte de la guerre des Gaules. Et vous savez que brièvement, Jules César vint à la fin, Crassus meurt en Orient dans des conditions terribles, et Jules César vint Pompée le Grand à Pharsale. On lui ramène la tête de Pompée le Grand qui a été décapité. On raconte que Jules César pleure. Oui, il pleure. Et donc, en fait, ce triumvirat se met en place quelques jours après la bataille de Modène, et il faut imaginer un peu ce contexte très particulier, c'est-à-dire que ce sont les ennemis de la veille qui se regroupent pour discuter en vue d'un éventuel combat politique, voire militaire. Et dans la biographie de Pierre Combe, consacrée à Auguste, l'écrivain précise que ces entrevues, en fait, qui vont donner naissance au triumvirat, elle se fait, cette entrevue, au milieu côtier de 43 légions. Donc on imagine chaque chef de file avec ses légions. Et la principale décision qui va être retenue suite en fait à cette première alliance, ce premier triumvirat, on va dire, historique, deuxième triumvirat, on va dire, d'un point de vue technique, c'est que ces trois hommes, ils vont se répartir tout simplement le gouvernement des provinces et des légions. Donc pour être tout à fait concret, Lépide s'octroie l'Afrique, la Sicile, la Sardaigne. Antoine, lui, reçoit la Gaule Chevelue et la Gaule cisalpine. Et Octave, lui, aura la main mise sur la Gaule narbonnaise, les provinces ibériques. L'Italie reste indivisée, mais surtout elle reste indivisée pour deux raisons. La première, c'est qu'aucun des triumvirs ne veut que l'Italie soit sous le contrôle d'un de ses collègues amis et ennemis, précisons bien, mais surtout l'Italie, à l'époque, le cœur de cet État romain, est plutôt aux mains des républicains. Le deuxième enseignement qui va être tiré de ce triumvirat, donc le premier, on l'a dit, ils se partagent à la fois les légions et se répartissent les territoires. Et la deuxième chose, violence politique, on en a déjà parlé lors de nos précédentes émissions, c'est qu'ils vont mettre en place des listes de proscription. Liste de proscription qui permettra de mettre en fait sur des listes les noms de toutes les personnes qu'on a envie d'assassiner ou d'éliminer ou de réduire à l'exil ou de mettre en prison. Et parfois,
Certaines de ces proscriptions sont un peu injustes, hein. Il suffit d'éliminer un concurrent malveillant pour tel ou type d'affaires. Donc, ce triumvirat, deux décisions importantes, partage des légions romaines, partage des territoires, liste de proscription. De leur côté, les républicains s'organisent, ils voient bien que en face, ça commence à se préciser. Bien évidemment, le choc est inévitable et le triumvirat va devoir déplacer ses nombreuses légions en Orient, plus précisément à Philippe. Et lors de cet affrontement, donc qui a lieu en Macédoine, les triumvirs Octave et Lépide vont vaincre les républicains de Brutus et Cassius. Cette défaite marque pour un certain temps la fin des espoirs du Sénat dans le but de préserver le régime républicain. Alors Franck, est-ce que tu peux situer pour nos éditeurs la bataille de Philippe chronologiquement ? Alors, la bataille de Philippe, elle a lieu... alors en fait, il y a deux batailles de Philippe, plus précisément. Il y a deux batailles de Philippe qui auront lieu en fait entre septembre et octobre 42 avant Jésus-Christ. Voilà, donc ça succède de peu cette première alliance entre Lépide, César Octavien et Marc-Antoine, qui est la rencontre de Bologne fin octobre 43 avant Jésus-Christ. Par la suite, naturellement, le triumvirat vit assez difficilement parce qu'il y a des rébellions en dehors de l'Empire romain, notamment en Sicile, de la part de Sextus Pompée, qui était le fils de Pompée le Grand. Et donc le dernier fils vivant, en plus. Le dernier fils vivant. C'est important de préciser. Donc de Pompée le Grand, qui avait été tué une douzaine d'années plus tôt. Il y a une rébellion de la part de ce dernier, ce qui fait que Sextus Pompée, à qui Marc-Antoine avait retiré son soutien, il l'avait soutenu initialement, eh bien, est en très mauvaise posture. Après les victoires de l'été 36 avant Jésus-Christ, César Octavien réussit à s'associer de manière plus sérieuse aux troupes de Lépide. Il faut préciser que Sextus Pompée, il joue à la fois sa partie personnelle et à la fois la partie républicaine. Lorsque les républicains sont défaits, Sextus Pompée, à tort ou à raison, représente aux yeux de l'opinion romaine, aux yeux de César Octavien et de Marc-Antoine, un espèce là aussi de parti républicain. Mais en fait, Sextus Pompée, Gautier, il entend peser sur les décisions du triumvirat. Or, il faut rappeler que Sextus Pompée est le gouverneur de Corse, de Sardaigne et de Sicile. Que va-t-il faire pour peser sur le jeu politique romain, Gautier ? Il va décider, tout simplement, de faire un blocus naval, blocus de Rome. Pourquoi ? Parce que le blé, à l'époque, il venait d'Égypte, il venait de Sicile, il venait également un peu de Gaule. Le blé était arrivé par bateau. Or, si les bateaux n'arrivent plus, Rome et le centre de l'Empire est affamé. Si le centre de l'Empire est affamé, troubles politiques, instabilité sociale, difficulté pour les triumvirats de gérer la partie. Donc, Octavien, que décide-t-il ? Il décide d'intervenir en Sicile parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas diriger un pays, ou du moins plus exactement, il ne peut pas diriger une partie des territoires romains si ceux-ci sont complètement sevrés de nourriture élémentaire. Oui, naturellement, et comme tu l'as signalé, le blé est un élément stratégique, un élément politique stratégique. Il y a famine à Rome à la suite du blocus installé par Sextus Pompée, et un accord de paix, l'accord de Misène, est conclu entre Sextus Pompée, qui reçoit la Sicile, la Sardaigne et la Corse. En contrepartie, ce dernier s'engage à évacuer toutes ses bases en Italie et à lever le blocus de l'Italie et de Rome. Pour revenir à quelques années plus tard au rapport entre César Octavien et Lépide, après les victoires de l'été 36 après Jésus-Christ, Octavien tout à la fois congédie Lépide, il l'envoie en exil pendant 24 ans, jusqu'à la mort de ce dernier en 12 avant Jésus-Christ, mais il capte tout de même le soutien des légions de Lépide. Et triomphalement accueilli à Rome, César Octavien proclame, selon lui, la fin des guerres civiles, alors ce n'est pas plus simple, et surtout la remise des impôts les plus lourds, tout simplement, il
il tire un trait sur les impôts, ce qui naturellement lui assure une grande popularité. Et en retour... Alors, une grande popularité, pardon de te couper, mais pas grande popularité parmi les couches populaires, mais grande méfiance vis-à-vis des propriétaires terriens et on va dire un peu de l'élite. Ah oui, naturellement. Je parlais effectivement au sein de la plèbe. Et en retour, celui qui est par ailleurs le vainqueur de Sextus Pompée reçoit une ovation, il reçoit un arc de triomphe, il reçoit une colonne dorée parée de rostres et couronnée de sa statue triomphale, ainsi que le droit de porter en permanence la couronne de laurier, ainsi que celui de célébrer, il le fera chaque année, un banquet qui commémore sa victoire au temple de Jupiter. Et en échange de sa proposition de déposer le pouvoir triumviral, un plébiscite confère à César Octavien la sacro-sainteté d'un tribun de la plèbe et le droit de s'asseoir de nouveau au Sénat sur le banc des tribuns. Oui, et autre chose aussi, ce qui est après ces états de fait que tu viens de déclarer, il y a un élément important, c'est que Octavien devait également remercier tous ces vétérans qui avaient combattu à la fois dans les guerres de César et également lors de cette guerre civile contre les républicains. Or, que se passe-t-il? Octave se retrouve avec des milliers de légionnaires à qui des promesses ont été faites de terrain. Or, malheureusement, à l'époque, pour le pouvoir en place, il n'y a plus de terre disponible qui appartient à l'État. Donc deux options s'offrent à César Octavien. Soit il s'aliène des milliers de citoyens romains en confisquant des terres, soit il se met à dos les soldats qui ont risqué sa vie pour lui et pour son oncle. Donc Octavien ne peut pas prendre le risque de perdre le soutien de l'armée, parce que c'est quand même une force qui lui a permis d'avoir le pouvoir qu'il a, mais surtout, il voit bien que tôt ou tard, avec Marc-Antoine, il risque d'y avoir un conflit. Donc il ne peut pas se mettre à dos ces soldats qui ont quand même sacrifié leur vie, ils ont sué sang et eau, comme on dit, pour la gloire d'Octave. Donc qu'est-ce que fait Octavien? Il y a plus de 18 villes romaines qui sont touchées par la réaffectation de terres. Que se passe-t-il concrètement? Des habitants sont expulsés. Or, là où Octavien est plutôt malin, c'est que ces expulsions, elles touchent surtout la classe moyenne des habitants de la péninsule italienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations les plus pauvres sont écartées du processus d'expropriation, donc ce qui les rassure, et également la bourgeoisie, l'élite, n'est pas trop embêtée, n'est pas trop handicapée par ces expropriations choisies par Octave. Alors naturellement, le triumvir initial, même amputé à partir de 36 avant Jésus-Christ de l'épide, donc il devient un duumvir. Ce duumvir s'étiole et les deux figures qui le constituent, Marc-Antoine et César Octavien, sont de plus en plus ambitieux de chacun de leur côté, sont de plus en plus rivaux. Naturellement, il ne peut en rester qu'un à la fin. Et vers 33-32 avant Jésus-Christ, la situation s'aggrave significativement. Il apparaît que Marc-Antoine ne veut pas renoncer au pouvoir. Il apparaît aussi que César Octavien ne veut pas renoncer au pouvoir, ce que demande à chacun le Sénat. César avance que, si le Sénat souhaite qu'il renonce au pouvoir, si le Sénat souhaite qu'il abdique ses pouvoirs, Marc-Antoine doit en faire autant. Il doit venir à Rome et le Sénat, naturellement, temporise, il finasse. Alors, il y a plusieurs séances mouvementées du Sénat. Il y a la fuite spectaculaire de 300 sénateurs. C'était tout de même un tiers du Sénat de l'époque, un tiers d'un Sénat de 900 membres. Qui vont rejoindre Marc-Antoine. Ces sénateurs accompagnent donc les consuls auprès de Marc-Antoine. Ça marque tout ça l'ouverture d'hostilités, dont le premier temps fort est l'affaire du testament de Marc-Antoine qui est tout simplement ouvert et divulgué. La nature des dispositions concernant la Respublica qu'il aurait contenu impressionne vivement les Romains, auprès que les derniers sénateurs neutres, qui n'ont pas d'avis, et bientôt les amis d'Antoine, commencent à se rallier à César Octavien. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire de testament, qui est très bien décrite dans le film Cléopâtre, nonobstant cette vision très hollywoodienne et un petit peu caricaturale, mais
Le testament de Marc-Antoine, donc il faut rappeler le contexte, hein, Marc-Antoine est à Alexandrie, en Égypte, période de tension avec avec Octavien, qui dure depuis plusieurs années, la montée des tensions, et Marc-Antoine commet un acte assez étonnant, c'est qu'il rédige son testament. Or, ce testament, qui est rédigé à Alexandrie, il va le mettre en dépôt sacré chez les Vestales à Rome. Or, que va faire Auguste? Il va tout simplement commettre un acte sacrilège aux yeux des Romains de l'époque, c'est qu'il va voler ce testament. Une fois que le testament sera volé, Octavien va lire le testament en public. Et ce qui va en fait choquer les Romains, c'est la chose suivante. Marc-Antoine dit deux choses qui ont choqué les Romains, qui ont choqué le peuple de Rome. Il dit « Mes dernières volontés, c'est d'être inhumé dans ma chère Alexandrie. » Et la deuxième chose qu'il dit, qui frappe les contemporains de stupeur et d'étonnement, à tel point que les derniers tièdes, on va dire, ou les derniers neutres vont se ranger derrière la bannière octavienne, c'est qu'il dit « Demain, je transférerai la capitale de l'Empire à Alexandrie. » Et là, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que le Sénat tempête, vibre, et que fait César Octavien? Il prend le javelot de la guerre et il décide en fait d'attaquer Marc-Antoine. Or, le coup de génie politique d'Octavien dans cette affaire-là, c'est de faire passer cette guerre contre Marc-Antoine non plus comme une guerre civile, c'est-à-dire guerre entre Romains, mais la guerre contre un royaume étranger, c'est-à-dire l'Égypte. Entre-temps, Marc-Antoine, pour sa campagne contre les Parthes, avait besoin d'or, d'argent, de blé, et il s'était tourné vers l'Égypte. Alliance à la fois politique, à la fois territoriale, mais également alliance matrimoniale. Et Octavien, en tant que Romain, aura des mots très durs à l'endroit de Marc-Antoine. Il dira Marc-Antoine et sa catin égyptienne. Donc il y a une espèce d'affrontement qui va se préparer entre César Octavien et Marc-Antoine, et beaucoup d'auteurs latins et même grecs y verront en fait l'opposition entre le monde antique, mais entre le monde latin et le monde grec. Marc-Antoine était plutôt pro-grec et Octavien plutôt latin. Oui, il voulait finalement faire de Rome un empire hellénistique. Marc-Antoine s'attache à ordonner à la fois les provinces romaines qui existent en Orient, également éventuellement à soumettre les États clients d'Orient, tous ces petits royaumes qui sont formellement, juridiquement indépendants de Rome, mais qui toutefois leur sont Sous tutelle, on va dire. sous tutelle, oui, sous forte tutelle. On se demande s'il ne veut pas en faire des nouvelles provinces de Rome, tout ça pour son grand projet d'Orient romano-hellénistique, qui reprend un petit peu d'ailleurs l'esthétique d'un Alexandre le Grand, 3 siècles plus tôt. Tu as dit, Franck, sommairement que Marc-Antoine voulait s'attaquer à l'Empire parthe. C'est peut-être pas très clair pour nos éditeurs, mais il s'agit en fait de l'actuel Iran. L'Empire parthe était vraiment une puissance rivale de Rome, naturellement moins puissante que Rome, mais suffisamment efficace militairement, toutefois, pour que elle ne tombât jamais sous le joug romain. L'Empire de Rome ne s'est jamais étendu jusqu'en Iran, de la même manière qu'il n'a jamais conquis ni toute la Germanie, ni toute l'Angleterre. Il y avait tout de même des limites qui n'étaient pas que physiques à l'Empire de Rome, mais qui étaient aussi la puissance militaire d'autres États, des États rivaux, dont l'Empire parthe. Bref, en tout cas, entre 32 et 31 avant Jésus-Christ, les choses s'enveniment entre César Octavien et Marc-Antoine. J'ai noté, Franck, de manière quasiment humoristique, que tu dis que l'acte de divulguer le testament était sacrilège. Surtout parce qu'il l'a volé dans un temple. Il l'a volé dans un temple, donc ça aurait pu être la mort politique de César Octavien. En fait, c'est le début de sa grandeur, puisque à partir de cet acte sacrilège, il tire un bénéfice politique en ralliant à lui les sénateurs neutres, ceux qui n'étaient pas favorables à Marc-Antoine. Disons ce qu'on peut dire, c'est qu'il vole le testament, et lorsqu'il voit les révélations de ce testament,
il décide de la rendre publique. C'est ça, On peut opportunément. Voilà, on peut supposer que si ça avait été un testament classique, on va dire familial, qui ne permettait pas d'utiliser les phrases de Marc-Antoine contre lui, on peut supposer qu'il aurait remis discrètement le testament au temple, il aurait étouffé l'affaire, Oui, oui. et on n'aurait jamais su cet événement. Tout à fait. Alors, je ne sous-estime pas que César Octavien, de manière très politique et avec beaucoup de cynisme, ait agi à dessein, constatant que les dispositions étaient très hellénophiles, très orientalistes, on pourrait dire maintenant, déplaisaient fortement aux sénateurs les plus conservateurs. Il a bien vu qu'il pouvait en tirer un bénéfice politique, précipiter Rome vers une guerre frontale entre deux conceptions de la République, guerre qui culmine avec la victoire d'Actium. En fait, la victoire d'Actium, qui est très connue pour le coup, n'est pas une victoire définitive. Il y en aura une année après qui est la victoire d'Alexandrie, mais ces deux victoires, Actium le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ et Alexandrie 1er août 30 avant Jésus-Christ, consacrent la victoire définitive de César Octavien sur Marc-Antoine. Marc-Antoine se suicide quelques mois plus tard, ainsi que Cléopâtre d'ailleurs, et ça indique, Franck, en filigrane, une profonde réforme de la République romaine pour devenir le Principat augustéen. Avant d'enchaîner sur le Principat, il faut quand même rappeler plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la bataille d'Actium est la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Elle oppose la flotte donc d'Octavien à celle de Marc-Antoine et de Cléopâtre. La flotte d'Octavien étant commandée par son ami d'enfance et bras droit et plus tard gendre, son ami Agrippa, qu'il connaît depuis quasiment toujours. Cette bataille d'Actium, elle se révèle à la fois importante par la portée de sa victoire, par le retentissement qu'elle a eu, et en même temps la bataille d'Actium, elle a été très rapide, à tel point que beaucoup d'observateurs de l'époque, à la fois des observateurs neutres et même des observateurs du camp octavien, ont supposé qu'Octavien avait réussi à soudoyer certains amiraux de la flotte de Marc-Antoine, étant donné la facilité avec laquelle Agrippa a pu manœuvrer pour écraser la flotte de Marc-Antoine. Ensuite, après la bataille d'Actium, il y a tout un long trajet qui va durer quasiment 1 an, comme tu l'as dit. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que pendant quasiment 1 an, Marc-Antoine a le temps d'organiser une défense, a le temps de réunir des légions, mais il va être dans une attitude un peu de léthargie. Certains ont évoqué une dépression, d'autres ont évoqué le fait qu'il abusait de l'alcool. Les troupes romaines arrivent, et lorsqu'elles sont devant Alexandrie, il n'y a que 2 ou 3 légions incomplètes qui font face à plus de 20 ou 30 légions octaviennes. Donc la bataille est remportée facilement. Passage très connu, Cléopâtre va dans son tombeau, Marc-Antoine croit qu'elle s'est suicidée, il se donne la mort. Finalement, Cléopâtre n'était pas suicidée, elle rappelle Marc-Antoine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Octavien a voulu ramener Cléopâtre à Rome pour faire un triomphe. Or, Cléopâtre ne voulait pas être enchaînée et transportée sur un char, attachée par des fers derrière Octavien. Chose intéressante, c'est que les chroniqueurs de l'époque ont dit que Cléopâtre avait essayé de séduire Octavien, mais Octavien n'était pas du tout tombé dans ce piège. Il y voyait surtout l'intérêt politique. Cléopâtre met fin à ses jours, et Octavien, le nouveau César, peut rentrer à Rome après, là encore, différentes campagnes sur lesquelles nous reviendrons peut-être. Et là, il a les mains libres pour mettre en place la politique qu'il veut. Oui, il a les mains libres, il a définitivement les mains libres. Ces 2 morts, en fait, celle de Marc-Antoine et de Cléopâtre VII, consacrent définitivement son pouvoir. Comme tu l'as dit, Franck, il revient
à Rome, dans un contexte qu'on imagine facilement, un contexte d'extase populaire. Alors effectivement, Cléopâtre n'a pas, l'histoire retiendra que Cléopâtre n'a pas été enchaînée et emmenée sur un char à Rome. Par contre, il y a eu des jeux fascinants, des jeux grandioses, des jeux votifs panthétériques, c'est-à-dire des jeux célébrés tous les 4 ans par les consuls ou l'un des collèges sacerdotaux majeurs. Il y a eu également 3 fêtes annuelles qui ont été fondées pour commémorer à la fois la victoire d'Axium et puis celle qui a suivi un an après d'Alexandrie. Et ainsi que la victoire en Illyrie. Et également, là, oui, la victoire dans les provinces illyriennes. Voilà. Et par ailleurs, lors des vœux publics annuels pour le peuple et le Sénat, les prêtres dorénavant formuleraient aussi des vœux pour le salut de César Octavien. Le jour du retour solennel du vainqueur devrait être dorénavant célébré et inscrit parmi les fêtes du calendrier. Bref, c'est une atmosphère de liesse. De liesse, oui, c'est ça, autour du nouvel homme fort de Rome qui va devenir Auguste. À tel point que le Sénat, donc le 16 avril 29 avant Jésus-Christ, décerne à Octavien le titre d'impérator sans limitation de durée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que déjà le Sénat est dans une optique vraiment pas de soumission, mais qu'elle reconnaît, le Sénat reconnaît qui est le nouveau maître. Alors que le Sénat avait, quelques années plus tôt, combattu César Octavien. Bref, il se rallie totalement à son nouveau maître. Quelques semaines avant, d'ailleurs, aussi bien le Sénat que les magistrats avaient prêté le serment de reconnaître et d'observer toutes les dispositions prises par l'empereur César. Et parmi d'autres privilèges, on avait décidé d'inscrire son nom, Octavianus, dans les hymnes des Saliens et de lui accorder le droit de proposer au sacerdoce public autant de candidats qu'il le voudraient, ce qui signifiait que finalement, en plus, César Octavien avait une puissance politique décuplée, puisqu'il pouvait aussi peupler les différentes instances de ces créatures, autant d'hommes qui naturellement lui étaient redevables. Et l'histoire s'accélère 2 ans plus tard, en 27 avant Jésus-Christ, puisque a lieu ce qu'on appelle la remise de la res publica, une remise, la restitution de la République au Sénat et au peuple. Autrement dit, le rétablissement d'une certaine normalité institutionnelle. C'est un événement très important. César Octavien, plus exactement, propose au Sénat de redevenir simple consul, de se départir de l'ensemble de ses pouvoirs, de ses titulatures, de ses prérogatives. Et le Sénat refuse. Et le 15 ou le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ, le Sénat adoube littéralement César Octavien. Celui-ci est proclamé Auguste, Augustus, c'est son nouveau titre. Et le Sénat et Auguste, qui est dorénavant le princeps, le prince, élabore un senatus consulte qui est ensuite approuvé par une loi qui définit les termes d'un nouveau régime, le principat, les termes également d'un partage des pouvoirs et d'un partage des provinces. Cela marque, Franck, la naissance du gouvernement impérial de Rome. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste avant de recevoir le titre d'Auguste, il ferme symboliquement le temple de Janus. Donc c'est une vieille coutume archaïque. Les portes du temple de Janus étaient ouvertes en temps de guerre. Et en fait, le fait de fermer ces portes Octavien, il montre par ce geste à la fois politique, mais également par un geste, on va dire, qu'on peut qualifier de propagande. En fermant les portes du temple de Janus, il signifie que la paix intérieure et extérieure est revenue et que fondamentalement, la République est restaurée. Il faut savoir que les portes du temple n'avaient été fermées que 2 fois depuis la fondation de Rome. Donc Auguste prononce différents discours au Sénat, dans lesquels il affirme remettre au Sénat et au peuple toutes les provinces qui sont encore sous son contrôle. Après des refus des sénateurs, il reçoit pour une durée de 10 ans la mission de gouverner les différentes provinces de ce qui va devenir l'Empire, la Syrie, les Espagnes, la Gaule, l'Égypte, qui vont être qualifiées désormais de provinces impériales, par défaut provinces romaines. Donc en fait, Auguste, par un formidable coup de théâtre, parvient à conserver en fait toutes les provinces, et surtout, il redonne à Rome, quoi qu'on en dise, un retour à l'état de droit.
Fini les proscriptions, fini les guerres civiles, fini les divisions, l'unité derrière le nouveau prince, le princeps. Oui, alors fini effectivement les proscriptions, pas pour autant fini les violences, hein. Il ne faut pas sous-estimer la violence politique de Rome à l'époque. On le verra quelques décennies plus tard avec les épisodes piteux de Caligula, de l'année des 4 empereurs en 68-69 après Jésus-Christ, qui succède au suicide et à l'exil de Néron, etc. Bref, c'est pas une époque complète de pacification, mais Franck, tu as raison de signaler que... pacification sous la porte d'Auguste, précisons-le bien. Oui, sous la période d'Auguste, à partir de cet épisode que tu as cité de la fermeture du temple de Janus, donc c'est le 11 janvier 29 avant Jésus-Christ, c'est une phase de stabilisation institutionnelle après une quinzaine d'années, peut-être pas d'anarchie, mais où plusieurs modèles se sont succédés, d'instabilité, avec des épisodes de guerre civile, des alliances un peu paradoxales qu'on a du mal à suivre. C'est une phase de relative stabilisation, un régime aussi que les historiens ont eu et ont toujours du mal à définir. En gros, et pour faire un petit précis historiographique avant de conclure cette émission, il y a 3 grandes approches des institutions du Principat qui se sont pas affrontées, mais qui se sont succédées, et qui ne sont pas d'ailleurs... voilà, les 3 approches ne s'annulent pas l'une vis-à-vis de l'autre, qui ont succédé depuis en gros un siècle et demi de recherche historique. Puisque, comme le rappellent François Jacques et John Scheid dans le monumental Rome et l'intégration de l'Empire, 44 avant Jésus-Christ, 260 après Jésus-Christ, c'est une grosse somme d'à peu près 400 pages. Comme le rappellent Scheid et Jacques, plusieurs tendances existent qui regroupe les prises de position sur l'avènement du Principat et la nature de ce régime. La première de ces tendances, qui a fait longtemps école, pendant plusieurs décennies, est l'œuvre de celui qui a été pendant longtemps et qui demeure, même si ses analyses sont un petit peu datées maintenant, historien antiquisant le plus prolifique, le Prussien Theodor Mommsen, qui a vécu entre 1817 et 1903, et qui est l'auteur d'une monumentale histoire romaine, Römisches Geschichte. Dans cette histoire, il explique que le Principat est en quelque sorte le résultat, l'ultime aboutissement de la volonté populaire révolutionnaire selon lui. Et de ce constat personnel, il justifie la position du princeps comme celle d'un magistrat extraordinaire qui tire origine et légitimité du peuple. Il ne s'agit au final pas d'une monarchie républicaine, mais d'une sorte de diarchie entre le prince et le Sénat, un équilibre qui sera rompu ultérieurement à partir du IIIe siècle, époque à laquelle l'empereur devient progressivement la source du droit, une source supralégale au-dessus de la loi. Là, c'est le début d'une autre époque et d'un autre régime qu'on appellera le dominat, en gros le bas empire par opposition au haut empire. Toutefois, Mommsen s'en tient à une description des principes formels d'organisation des pouvoirs et pas à leur réalité. À cette approche mommsenienne, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle plutôt, succède une deuxième approche qui s'appuie sur les sources littéraires antiques et qui considère l'Empire strictement en tant que dictature militaire. Deux historiens vulgarisent cette opinion. Tout d'abord, l'Allemand Anton von Premerstein, qui vécut entre 1869 et 1935, et puis ensuite le Britannique Ronald Syme, 1903-1989. Selon ces deux historiens, le Principat est un régime absolu déguisé dont la façade républicaine ne serait finalement qu'une tromperie, et la fiction perpétuelle de la restauration de la République romaine, Restitutio Respublica Romana, entretiendrait de manière perpétuelle cette fiction. Et puis enfin,
Une troisième approche historiographique du Principat, une approche plus récente, recouvre et développe le point de vue initial de Mommsen, refusant toutefois de considérer qu'il y aurait une solution de continuité entre République romaine et Principat augustéen. Et dans ce cadre, l'allemand Jochen Bleichen, qui est mort en 2005, rappelle que pour les Romains de la fin de l'ère républicaine, l'ordre constitutionnel est fait de règles de droit public assorties d'un ensemble de coutumes, d'un ensemble assez complexe, et cette combinaison est censée maintenir une égalité relative entre familles nobles et d'éviter qu'un seul homme ne concentre, n'accapare durablement le pouvoir. Voilà pour un précis de l'approche historiographique de ce qu'est le Principat augustéen. Franck, un régime à la fois original, mais qui est toutefois indirectement lié à la République romaine, même s'il est... Original et hybride, en fait. Voilà, c'est un régime hybride parce que... Il y a une tentative de pouvoir personnel, voilà, de concentration des pouvoirs. Tout en quand même gardant cette apparence de république, parce que Auguste disait toujours je suis le princeps, mais en fait il disait le princeps c'est je ne suis que le premier des citoyens, je ne suis pas au-dessus des autres citoyens. C'est une notion qui peut avoir une certaine subtilité et une certaine on va dire imprécision, mais bien au contraire cette notion de premier parmi ses pairs est vraiment fondamentale, ce qui fait que les gens les contempteurs d'Auguste auront quand même du mal à dire d'un point de vue juridique qu'il était, en tout cas, au-dessus des autres, parce que d'un point de vue des lois romaines, il n'était que le premier parmi ses pairs. En tout cas, ce qu'on peut également dire, c'est que par rapport à ce Principat, le Principat va souvent être copié, repris. Auguste aura quand même eu une influence, parce qu'il va mettre en place un système politique qui va quand même durer plusieurs centaines d'années, ce qui n'est quand même pas rien. Oui, en gros, il va durer 2 siècles et demi, jusqu'au IIIe siècle, après diverses choses, l'édit de Caracalla en 212, qu'on appelle la constitution antoninienne, qui élargit considérablement la citoyenneté romaine, assez cyniquement, hein, principalement pour des raisons fiscales, pour mieux récupérer l'impôt. D'autres épisodes, quelques décennies après, à partir des années 230, une phase d'anarchie militaire. Les empereurs, par ailleurs, déjà depuis le IIe siècle, n'étaient plus strictement romains. Il y avait eu des empereurs hispaniques, il y aura aussi les empereurs syriens. Quelques épisodes piteux comme Héliogabale au milieu du IIIe siècle, cet empereur qui se prenait pour une sorte de dieu soleil, d'où son nom, Hélios Gabalos. Bref, on est dans une toute autre époque, au IIIe siècle, le dominat, ce qu'historiographiquement on a qualifié un peu improprement, parce qu'on marquait ainsi, qu'on considérait cette époque comme un déclin, le bas empire. Et inversement, il y aurait le haut empire, qu'on doit plus sérieusement nommer le Principat. Pour conclure sur ce nouvel ordre public qu'est celui du Principat, ce nouvel ordre construit par Auguste, on peut dire qu'il se présente sur bien des points comme une réelle continuation du système politique républicain, complété toutefois par un élément nouveau, c'est que les privilèges accordés par voie légale aux princeps et les nouvelles règles en dérivant sont une innovation tout à fait étonnante. Mais comme tu le disais, Franck, Auguste réintroduit aussi nombre de principes institutionnels qui caractérisaient la République tardive. Il réintroduit les élections, la législation populaire, le tirage au sort des proconsuls, qui administraient donc les provinces, l'administration des provinces, administration partiellement directe par le Sénat, de même que les limites temporelles, une année, et la collégialité des pouvoirs, avec un système de 2 consuls, collégialité des pouvoirs, y compris pour le princeps. Auguste, il initie un régime qui durera 2 siècles donc et plus. On ne va pas revenir en détail sur la suite de cette instauration du Principat augustéen en 27 avant Jésus-Christ, puisque ce n'est pas tout à fait le sujet de l'émission, mais retenez quand même qu'Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ. Lui succède donc
Tibère, pour 17 ans, mais ça veut dire qu'entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après, 41 ans, donc c'est énorme, hein. Plus de 40 ans de règne personnel, une vie de plus de 70 ans, exceptionnelle pour l'époque. Ça vous montre quand même la stabilité d'un homme, d'un régime et d'institutions qui dureront des décennies et même des siècles. C'était un petit peu original à Rome. Voilà pour les débuts du Principat augustin, chers auditeurs. Ça nous a emmené entre 44 et 27 avant Jésus-Christ. Et notre prochaine émission, Franck, tu voulais revenir un peu sur quelque chose ? Juste pour préciser que, comme tu l'as dit, c'est pas le but de l'émission, mais c'est quand même c'est un peu rendre hommage à une personnalité. C'est que la période de gouvernement d'Auguste, elle est rentrée dans l'histoire comme la partie appelée le siècle d'Auguste. Très rapidement, les auteurs latins vont consacrer ce siècle comme un espèce d'âge d'or. Il y aura le siècle d'Auguste, le siècle de Louis XIV, le siècle d'or de Philippe d'Espagne. C'est une période faste de la littérature romaine qui va être vantée par des grands poètes, Virgile, Horace, Ovide, Tite-Live, qui vont être soutenus par Mécène qui est un nom propre, devenu un nom commun. Je voudrais citer une dernière anecdote, Gauthier, si tu me le permets. C'est que pour montrer l'image qu'a laissée Auguste dans la vision historique, Auguste avait une phrase qu'il aimait dire. Il disait, pour montrer en fait son impact sur la vie politique romaine, il disait « J'ai trouvé une Rome de bois, je laisse une Rome de marbre ». C'est ça, une Rome de marbre, même si on pourrait considérer par exemple qu'une construction comme le Colisée de Rome, c'est le fait d'Auguste, pas tout à fait, puisque ça date plutôt de la dynastie suivante, Vespasien, Titus, je crois que ça date de Domitien d'ailleurs vers 90 après Jésus-Christ, mais quand même, Franck, ce que tu dis est juste, on quitte une Rome de bois, très exposée aux incendies d'ailleurs, pour l'anecdote, pour une Rome de marbre, une Rome monumentale, un peu celle, si vous voulez, toute proportion gardée, que vous pouvez voir dans une des scènes de Gladiator de Ridley Scott. Vous avez cette scène du retour de, comment s'appelle-t-il, de Commode à Rome, et vous voyez un peu ce qu'est le Colisée, l'accueil des sénateurs, l'urbanisme, la liesse populaire. C'est un peu cette Rome-là, la Rome d'après ces guerres civiles successives du 1er siècle avant Jésus-Christ. Effectivement, ce que tu dis, Franck, sur le siècle d'Auguste, très juste et un peu injuste en même temps, je vais m'en expliquer, parce que pour désigner cette période historique, par exemple, on peut parler, ce mot existe, il n'est pas très employé, mais il existe, on peut parler d'Augusta. Le fait qu'il y ait un nouveau régime, on peut appeler ça l'Augusta, ça désigne en soi le régime personnel d'Auguste. Et puis inversement, la dynastie à laquelle a appartenu Auguste ne s'appelle pas la dynastie, par exemple, augustinienne, elle s'appelle la dynastie julio-claudienne. C'est un peu injuste pour celui qui est à la fois le premier empereur de Rome et sans doute l'élément le plus proéminent de cette dynastie. Mais retenez que les julio-claudiens s'étendent jusqu'en à peu près en 68 après Jésus-Christ, époque à laquelle Néron s'étant suicidé, Rome retombe dans l'anarchie avec l'année des 4 empereurs, Othon, Galba, et j'ai oublié les 2 autres. Mais voilà, c'est une césure nette, et après c'est une autre période, c'est Vespasien. D'ailleurs, à partir d'Auguste, il faut savoir qu'un empereur sur 2 ne mourra pas de mort naturelle. C'est-à-dire l'instabilité en fait de la précarité, voilà. Mais nonobstant cet état de fait qu'un empereur sur 2 ne va pas mourir de mort naturelle, il va quand même y avoir, comme tu l'as dit, une assez grande stabilité des institutions durant quasiment 300 ans. C'est vraiment la victoire d'Auguste. À peu près jusqu'aux années 230. Pour tout vous dire, pour un historien amateur, c'est assez facile finalement de pouvoir situer les empereurs d'Auguste jusqu'au IIIe siècle.
À partir du IIIe siècle, c'est nettement compliqué. C'est nettement plus compliqué parce qu'il change tout le temps. Il y a des usurpateurs. Et puis voilà, c'est l'anarchie, quoi. C'est l'anarchie au sens propre. C'est l'anarchie militaire du fait des troubles, différents troubles aux frontières, aux limes de l'Empire. Voilà pour notre émission sur la restauration du Principat augustin en 16 janvier 27 avant Jésus-Christ. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous désormais pour une prochaine émission, effectivement, le jeudi 1er février. Ce sera une chronique littéraire de la dernière biographie, peut-être d'ailleurs d'une des premières, parce qu'honnêtement j'en ai pas vu beaucoup, sur Ulysses Simpson Grant, grande figure de l'histoire américaine, connu pour deux choses. Tout d'abord, le général victorieux de la guerre de sécession, naturellement dans le camp de l'Union des États-Unis d'Amérique. Et puis, Franck, il fut aussi président des États-Unis d'Amérique après la victoire. Bah écoutez, chers auditeurs, on vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission Date Clé, consacrée à l'avènement d'Auguste à son principat. Et nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous au 1er février avec cette émission consacrée au général Grant. Voilà, chers auditeurs, merci pour votre écoute et rendez-vous donc le 1er février. Merci.